le croisement de Denis et d'Olivier. Et je vais, enfin voilà, c'est un croisement un peu bizarre. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer la genèse, mais il n'y aura aucun film interdit à des enfants de moins de 6 ans. Bref, j'avance. Donc, je sais pas. Hop. C'est toi qui vas le faire? Ok, ça marche. Alors, donc j'ai grandi avec Denis, mais à côté de ça, je travaillais en réanimation. Dans notre service, on fait de la neuroréanimation et souvent, je commence un petit peu les topos que je fais aux internes. Je cherche Alexandre qui a déjà eu ce type de topo, où j'essaie vraiment de dire ce que l'on fait de manière très simple. Donc, globalement, on prend en charge des patients qui ont une agression cérébrale aiguë, qu'elle soit traumatique ou vasculaire. Ces patients, si on ne les prend pas en charge, ils vont mourir. C'est le patient de droite, à gauche sur l'écran. Tandis que si on essaye de faire au mieux, eh bien, ils vont s'en remettre tant bien que mal. C'est la limite des vidéos avec Sora. Il y a des petites incohérences encore. Donc, pour arriver à cet objectif, finalement, on a un seul but, ça va être un jeu de balance. Ça va être d'équilibrer d'une part des apports et d'autre part des besoins. Donc, les besoins, c'est le métabolisme cérébral et les apports, c'est le débit sanguin cérébral. Alors, comment on fait pour connaître ce débit sanguin cérébral? Eh bien, on a différentes approches. Je vais citer les deux approches les plus routinières, celles qu'on utilise au lit du patient. La première, en fait, c'est une sorte d'adaptation de la loi de Ohm à de l'hémodynamique. On va considérer le cerveau comme étant une boîte dans laquelle il y a un fluide qui rentre, un fluide qui sort. Il y a une pression à l'entrée, il y a une pression à la sortie. La loi de Ohm, c'est U égale RI. U, c'est une différence de potentiel. R, c'est la résistance. Et I, c'est un débit de charge. Donc, on fait un petit jeu de changement de position. Et on se retrouve avec un débit qui va être égal à la pression à l'entrée du cerveau, moins la pression à la sortie. Cette pression à la sortie, elle est approximée par la pression intracrânienne, le tout divisé par les résistances vasculaires. Et donc, on se retrouve avec une entité, pression artérielle moyenne moins pression intracrânienne, qui va être déterminante pour déterminer ce débit sanguin cérébral. Les résistances, on ne les mesure pas en pratique courante. Et c'est pour ça que cette différence, en haut, on l'appelle la pression de perfusion cérébrale. On y a accès de manière assez facile en réanimation. On a un cathéter de pression intra-artérielle. Et puis, on a, grâce à nos amis neurochirurgiens, des capteurs de pression intracrânienne qui peuvent être mis soit dans le parenchyme, soit directement dans le LCR. Deuxième moyen d'essayer d'estimer le débit sanguin cérébral, c'est de se dire que finalement, si on a un tuyau, on a une section, on a une vitesse, eh bien le débit qui va traverser ce tuyau, c'est la section fois la vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on va appliquer pour le Doppler transcrânien. Donc vous voyez tout de suite qu'en pratique, le débit, on n'y a pas accès, et au mieux, on va approximer ces variations tout en faisant à chaque fois des hypothèses. Alors, si on essaye de se poser et de regarder ce qui s'est passé ces dernières années, comme dans beaucoup de domaines peut-être, on peut faire toujours le même constat, eh bien, on n'a pas beaucoup d'essais, de stratégies en fait, qui ont montré une efficacité par rapport à un groupe contrôle, que ce soit si on poule des essais qui se sont basés sur du contrôle de pression intracrânienne ou de pression de perfusion cérébrale, ou bien que ce soit dans le champ de l'hémorragie méningée, si on relie les études qui ont essayé de montrer des bénéfices sur du contrôle de vasospasme. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Alors je ne vais pas être présomptueux, je ne vais pas dire que j'ai la réponse, mais on peut essayer de réfléchir à ce que l'on fait. Et donc déjà, je vous pointais que la manière dont on détermine le débit sanguin cérébral, c'est une manière très approximative avec beaucoup de limites. Et je vais vous expliquer comment on arrive à la perfusion. Alors ça, c'est une image que j'ai construite pour certains de mes collègues, parce que je travaille dans une réanimation qui est également polyvalente, et donc on a chacun nos topics, et puis pour certains, le scanner de perfusion, c'est quelque chose qui est assez mystérieux, avec des petites couleurs, etc. Mais alors, les radiologues, après, n'hésitez pas à compléter si c'est trop inexact. Donc j'ai pris cette image d'une autoroute. On imagine que vous êtes gérant d'une station d'air de repos et que vous, votre but, c'est de savoir combien de sous rentrent dans vos caisses pour pouvoir ajuster au mieux les boissons et l'alimentation. Quand il fait très chaud, il y a beaucoup de monde et du coup, il faut pouvoir achalander vos rayons. Donc ça, c'est l'information, c'est ce que vous cherchez à savoir, combien il y a d'échanges de transactions qui se fait au niveau de vos caisses. Et puis vous vous tournez vers un premier groupe d'experts, et le premier groupe d'experts, il vous dit, ben moi, je peux vous donner la vitesse sur l'autoroute qui est à côté de votre aire de repos. Et comme ça paraît pas très pertinent comme information. Deuxième groupe d'experts, ils vous apportent une information différente. Ils vous disent qu'ils peuvent vous informer sur le nombre de voitures qui
traverse l'autoroute, donc sur un segment donné, et par unité de temps. Donc, on est encore loin de l'information du nombre de transactions au niveau des caisses, mais on commence déjà à esquisser un lien, parce que si il n'y a personne sur l'autoroute, il n'y a pas d'argent qui va rentrer dans les caisses, et si l'autoroute elle est saturée, c'est un bouchon, de la même manière, ce sera de la même manière, il n'y aura pas de transaction. Après, entre ces deux extrêmes, ça va être difficile de pouvoir tirer une information exploitable. Enfin, un troisième groupe d'experts vous dit que eux, ils sont capables de vous dire par unité de temps le nombre de voitures qui s'arrêtent sur les aires d'autoroute. Donc là, c'est pas l'information finale, mais c'est déjà beaucoup plus proche, parce que pour pouvoir acheter dans la station de l'aire d'autoroute, eh ben, il faut s'arrêter. Donc vous avez compris que cette métaphore, c'est pour vous montrer qu'une information de vitesse, c'est assez loin de ce qui nous intéresse, in fine. La perfusion, donc c'est ce nombre de voitures qui s'arrêtent par unité de temps sur les aires de repos, on est beaucoup plus proche, mais on n'est pas non plus au niveau du métabolisme. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus proche qui se rapproche comme information du métabolisme? Il y a d'autres outils qui existent dans le champ de la neuroréanimation. Donc je pense notamment à la microdialyse, mais à ce stade, on n'a pas encore un usage répandu de cet outil de monitorage. Je n'avance même pas sur le débat local versus général versus focal du monitorage. Et puis l'outil qui était le plus avancé, sur lequel on avait beaucoup d'espoir, c'était la PTO2, donc la pression tissulaire en oxygène. Donc on est quelques-uns ici à avoir participé à l'essai multicentrique coordonné par l'équipe de Grenoble et qui a abouti en fait à ne pas mettre en évidence un bénéfice à ce monitorage de la PTO2. Il y a toutefois une figure dans ce travail, enfin, une analyse post-hoc, il y a toute la limite d'une analyse post-hoc, qui est assez intéressante, qui montre que dans le sous-groupe des patients qui ont une hypertension intracrânienne dès la pose du capteur de pression, donc probablement les patients les plus graves, là, on passe d'une proportion de l'ordre de 70% à 40% de mauvais pronostics. Donc en fait, on a le sentiment, c'est la limite d'une analyse post-hoc, que dans le groupe des patients les plus graves, eh ben, ça peut avoir un intérêt. Alors, ma petite interprétation, et c'est pour ça que ce sera intéressant d'échanger entre nous, c'est peut-être que chez ces patients, les conditions cérébrales sont tellement mauvaises que peu importe où on met notre outil focal, eh ben, on a une information qui est pertinente dans ce contexte-là. Donc, si on revient à la perfusion, et si j'arrive à retenir dans quel sens il faut appuyer pour que ça avance, eh bien, la perfusion, l'imagerie de perfusion, c'est intéressant parce que, donc comme je disais, quand on est anesthésiste réanimateur, c'est un peu loin, mais finalement, les bases théoriques, elles ont été mises en place par ce chercheur, Thorsten Theorel, dans les années 30. Ces travaux sont restés longtemps non connus, mais finalement, on se retrouve finalement avec la base de ce que on connaît en anesthésie-réanimation, parce que, en gros, il a théorisé comment, lorsque le comportement d'un traceur que l'on va injecter dans la circulation sanguine, comment il va se répartir entre différents compartiments avec des constantes d'échange. Et nous, on fait l'anesthésie intraveineuse à objectif de concentration, et c'est le type de choses auxquelles on est confronté. En partant donc de ces considérations théoriques, l'idée c'est de savoir, comme je vous disais, comment va se comporter un traceur. Alors idéalement, le traceur idéal, il vaut mieux pas qu'il sorte du vaisseau, ça va être plus simple pour les informations que l'on va en tirer. Et on va regarder la concentration de ce traceur à différents endroits, au niveau artériel, au niveau du tissu. Donc on a des courbes comme ça de rehaussement du signal. Et à partir de ces courbes de rehaussement du signal, là c'est la partie que évidemment je vais moins bien maîtriser, on peut tirer des informations d'hémodynamique, notamment des informations temporelles. Alors le tout, c'est de trouver des informations temporelles qui reflètent des conditions intracérébrales et qui ne reflètent pas l'hémodynamique globale. Et puis, plus récemment, se sont développées des méthodes basées sur la convolution des convolutions avec des outils mathématiques. Donc l'imagerie de perfusion, c'est quelque chose dont on se sert au labo. Là, c'était un modèle qu'on avait fait d'AVC chez la souris, et de la même manière, en fait, on met un traceur, donc là c'est du gadolinium, on a une chute de signal, et puis à partir de l'analyse de cette courbe, on peut tirer différentes informations. Alors l'imagerie de perfusion chez l'homme avec les ultrasons, eh ben, on pouvait se dire que théoriquement c'est faisable, parce que de la même manière, on a un traceur, et à un endroit donné, on peut faire une courbe d'intensité. Alors je ne savais pas, mais finalement c'est très vieux. C'est probablement en tout cas la publication qui a rapporté comme étant la première, qui nous montre une imagerie de perfusion par ultrasons. Donc on est en 98, c'est une équipe allemande. J'ai un doute, oui, j'ai un pointeur.
Donc, c'est un Doppler transcrânien. C'est un Doppler transcrânien, j'ai perdu mon pointeur, mais l'image est vraiment pas très belle. En haut, ici, en haut, vous avez avant l'arrivée, ouais, c'est ça, avant l'arrivée des bulles, et en bas, après l'arrivée des bulles. C'est pas très joli. Et à droite, vous avez une courbe d'intensité avec un relevé de points qui est assez espacé, mais néanmoins, ça monte et ça descend. Donc, on est vraiment sur le concept de base d'imagerie de perfusion avec un agent de contraste pour ultrasons. La même équipe publie dans le même journal l'année qui suit un case report avec un patient qui a un infarctus cérébral, où là, on est toujours sur de l'analyse en visuel. Sur l'imagerie du haut, c'est du côté où l'artère, il n'y a plus de flux au niveau de l'artère. L'imagerie du bas, il y a un flux au niveau de l'artère. Et sur la courbe d'intensité qui est sur la droite, on voit un pic du côté sain et puis une absence de pic du côté atteint, avec sur le scanner qui est réalisé quelques jours plus tard l'apparition d'un infarctus cérébral. Alors, j'ai passé beaucoup de temps, et enfin, je crois que j'en passe encore beaucoup de temps avec Vincent au téléphone. Elle lui posait plein de questions. Ce qui est bien, c'est qu'il se lasse pas de mes questions. Et parce que moi, je me posais vraiment la question de pourquoi ce que vous faites, personne d'autre l'a fait, ou l'a pas fait plus tôt, ou l'a pas fait ailleurs. Donc, après tous ces échanges, j'ai retenu quelques points. Un des points, c'est déjà les produits de contraste qui ont évolué ces dernières années. Le case report que je vous ai présenté, c'était probablement du Levovist, donc c'était des agents qui n'étaient pas très bien adaptés, ne fût-ce déjà que pour faire du Doppler transcrânien. Donc il y a eu un progrès de ce niveau-là, mais bon, en tout cas, le Sonoview maintenant, ça commence à faire un petit bout de temps qu'il est là. L'autre point sur lequel il y a eu des avancées, alors en IA, on parle beaucoup des GPU qui ont révolutionné l'intelligence artificielle. Et ben en fait, de ce que je comprends, dans les échographes, il y a eu à peu près la même chose avec des processeurs qui sont capables de faire un très grand nombre de calculs très rapides, et ce de manière parallèle, ce qui va permettre globalement deux choses. Donc l'imagerie de perfusion dont je parle, qui m'intéresse, mais également ces très belles images que l'on a vues. Alors celles-là, je les avais peut-être pas vues quand elles étaient sorties, je les ai vues après, puis après il y en a d'autres que j'ai vues. Donc ça, c'était le papier que tu as déjà dû présenter précédemment, ce qui permet donc cette imagerie de très haute résolution avec bah, voilà, un rendu qui est quand même assez époustouflant. Et puis d'autres travaux qui ont été faits dans le laboratoire. Donc ça, ce sont les travaux d'Arthur et de Vincent, et puis d'autres encore sur de la souris, souris saine, ou bien vous avez également fait de la souris avec différents types d'AVC, et vous montrez l'impact que ça a sur cette circulation. Donc ça fait de très belles images, mais à ce stade, et c'est aussi l'intérêt de cette soirée, c'est on n'a pas l'impression qu'on a un intérêt très fort à avoir ce type d'imagerie très, très hautement résolue. Après, il y a des contraintes aussi physiques. Il y a des contraintes aussi pour avoir ce type d'image chez l'homme. Mais pour l'instant, c'est pas si évident que ça. Toutefois, ce papier-là, là pour le coup, les cliniciens l'avaient vu passer. Donc là, c'est le papier dont le premier auteur est Charlie Déméné, qui montre de la localisation par ultrason chez l'humain, avec la possibilité d'avoir des images très résolues, et puis de pouvoir même retrouver dans quel sens circulent des vaisseaux. Ce papier-là. Et puis le deuxième papier également qu'on avait vu passer chez les cliniciens, c'était celui-ci qui était publié dans, on va dire, la revue de référence de neuroréanimation, de Neurocritical Care, où ce groupe fait l'imagerie de perfusion et montre que, alors c'est du suivi de patients avec hémorragie méningée, ils vont faire une imagerie avant la période de vasospasme, pendant la période de vasospasme, et puis après. Et donc, ce qui montre, c'est qu'il y a des variations, alors des ratios entre la gauche et la droite chez ces patients, et cette variation de paramètres temporels, donc là c'est le time to peak, et prédictive d'ischémie cérébrale retardée. Donc ça devient très intéressant, ça se rapproche beaucoup de ce qui nous intéresse du patient. La limite de cette approche, en tout cas à ce stade-là, c'est que c'était une approche en 2 dimensions, et donc il faut faire le plan dans la bonne acquisition. Et c'est une des limites, en tout cas la limite qu'on a voulu franchir avec le travail dont je vous présente les résultats préliminaires.
Donc, ce que l'équipe d'Olivier a réussi à faire, et Vincent, c'est de mettre au point déjà une sonde qui a une forme différente par rapport à celle par laquelle on est habitué, nous, donc avec une matrice à peu près carrée, qui va permettre donc de faire une acquisition volumique. On est sur une fréquence de 1000 images par seconde, donc qui n'a rien à voir avec ce que nous, on connaît pour nos usages cliniques classiques. Et donc, il y a eu différentes versions de l'appareil, donc ça, c'est la version la plus récente. À côté, si j'arrive à l'activer, mais peut-être que vous l'avez déjà vu, il y a un petit film qui permet de voir comment on se positionne. En fait, tout bêtement, en fait, la machine, c'est un chariot. On rentre dans la chambre, on se met sur un coin, et puis on a l'écran devant nous, donc il n'y a rien de très fou. La souris sert juste en fait à faire un clic de départ, un clic d'arrivée, donc c'est complètement faisable de manière assez simple au lit du patient. Donc, le premier cas d'usage qu'on a voulu explorer, ce sont les patients avec hémorragie sous-arachnoïdienne qui vont présenter, comme vous le savez, des variations de leur hémodynamique cérébrale. Et pour eux, on se disait que ça va être assez intéressant de voir ce qui se passe, et en tout cas ce que l'on peut voir avec l'outil. Donc, on a fait cette étude l'été dernier. On a inclus 13 patients et au final 11 sont analysés. Ce qu'on a fait, on a fait du classique, hein, on a fait de l'imagerie à la phase aiguë, de l'imagerie sur la fenêtre du vasospasme et une imagerie en sortie du vasospasme. Alors là, si tu arrives à faire démarrer le film, vous allez voir en direct le produit de contraste arriver. Donc là, vous voyez, on voit les vaisseaux qui se rehaussent. Et puis à partir de ce signal, donc là, c'est du Doppler énergie. Avec ce signal-là, il y a une courbe d'intensité qui vous est maintenant bien familière, qu'on va juger comme étant normale avec cet aspect de montée. Alors, c'est pas tout à fait une courbe en forme de cloche, il y a une montée un peu plus raide et puis une descente un petit peu plus douce. Et donc ça, on va considérer que c'est notre tracé normal. Alors, comme on est au tout début, on est en train de définir nous-mêmes la sémiologie de ce qui est normal, pas normal. Et ça aussi, c'est des choses qui seront amenées à changer, en tout cas au fur et à mesure qu'on va acquérir davantage d'informations. Donc, la question principale de l'étude, c'était tout simplement de savoir est-ce qu'on peut avoir du signal et reconstruire cette courbe d'intensité. Donc, en fait, on a montré que c'était faisable et on voit qu'on a une assez bonne résolution puisqu'on arrive à caler les images sur l'angioscan ou aussi l'angio-IRM, même si là, ce n'est pas montré. Et là, ce qu'on voit sur le petit graphe, c'est que dans 100% des cas, on voit la carotide interne, les segments M1 et M2 de la cérébrale moyenne et l'artère postérieure cérébrale. Donc, on a cet aspect morphologique en Doppler énergie. On peut également avoir des cartographies de vélocité, même si là, pour l'instant, on ne les a pas trop exploitées. Et puis, des cartographies en time to peak, avec, en pouvant pointer différentes régions, que ce soit le parenchyme ou des vaisseaux, un petit peu comme ce qui existe vraiment pour le scanner de perfusion. Donc, c'est une étude pilote, hein, donc ça n'avait pas pour ambition d'aller beaucoup plus loin que ça, juste montrer que c'était faisable et qu'on pouvait avoir un signal. Donc, là, pour aller un petit peu plus loin, on va illustrer avec deux patients qui ont eu des trajectoires différentes. Donc, la première patiente, c'était une patiente d'une trentaine d'années qui était Glasgow 15 initiale, qui avait quand même un Fisher 4 original. Pour elle, les suites vont être simples, pas de déficit neurologique retardé, l'imagerie faite à J2, J5 et J10, et puis elle sort de notre service sans souci. Sa jumelle, entre guillemets, patient de 36 ans, Glasgow 15, Fisher original également à 4, mais qui, elle, avait un drainage ventriculaire dès le départ, donc probablement déjà un peu plus de sang dans le système ventriculaire, qui va présenter un déficit neurologique à J4, elle va être intubée ce jour-là. Dans les jours qui viennent, on va découvrir un infarctus cérébral et elle va finir par décéder au 11e jour sur ce tableau d'infarctus cérébral. Donc chez elle, les imageries ont été faites à J2, J5 et J11. Donc comme je vous disais, ça c'est vraiment pour bien souligner pour l'instant comment on interprète cet examen, en se disant qu'on a une sorte de cloche un peu asymétrique et qui va définir que l'examen est normal. Et lorsqu'on s'éloigne de cette forme de cloche, alors parfois il fait même un aspect en double pic, on va considérer que c'est anormal. Ça, cet aspect en double pic, on y a passé beaucoup de temps à réfléchir dessus, et finalement ça se rapproche d'autres explorations qui sont faites en imagerie de perfusion,
ou probablement que l'agent de contraste prend un chemin plus détourné pour revenir dans la zone d'intérêt. Le point aussi qu'il faut avoir en tête, c'est pas explicite sur cette figure, c'est que on ne peut pas comparer la gauche et la droite sur le tracé parce que le pic va être de hauteur différente. En gros, le pic, il est normalisé par rapport à la baseline et on peut avoir des hauteurs de pic qui sont différentes. Donc, ça fait que les aspects gauche-droite, c'est simple, on va pas analyser sur voilà, une asymétrie gauche-droite, ça sera vraiment chaque côté, on va l'analyser pour savoir est-ce que la courbe, elle est jolie, entre guillemets, ou pas. Donc, la patiente avec une évolution favorable, c'est la partie de gauche. Donc, ce que vous voyez, donc l'imagerie a sa première, sa deuxième et sa troisième imagerie. En bleu, c'est le côté gauche, et à droite, et en rouge, c'est le côté droit. Donc là, vous voyez ce que je vous expliquais, c'est que les pics sont de hauteurs différentes, mais ça, on ne va pas le considérer comme étant anormal. On a, en tout cas, sur ces 3 fois 2 tracés, un aspect qu'on a considéré comme normal, avec une montée puis une redescente un peu plus douce. La patiente qui a évolué défavorablement, la première imagerie, on la considère comme normale, avec une montée et une descente. Et en fait, c'est sur l'imagerie de la fenêtre du vasospasme où, là, pour le coup, on se retrouve avec on se retrouve avec du côté droit un aspect tout à fait normal, mais à gauche un aspect jugé anormal avec une absence de montée et puis voire même deux petites bosses. Et sur l'imagerie qui est faite sur la troisième fenêtre, donc à la sortie de la fenêtre de vasospasme, en tout cas après G10, là, il y a trop de bruit, en fait, les courbes ne sont même pas analysables, il n'y a vraiment plus de signal. Alors si là je vous ai remis toutes les courbes qui ont été réalisées. En fait, on a défini un petit peu notre méthodologie pour les analyser, et puis on a essayé de les classer. Alors, ce qu'on a pensé être le plus intéressant, c'est l'imagerie qui est faite, la deuxième imagerie, parce que la deuxième imagerie, le pronostic, il n'est pas encore certain, voire même pour certains patients, il n'y avait pas encore de diagnostic de déficit neurologique retardé. Donc, si on se centre sur ces tracés-là, on les a classés entre tracés. Alors, pour l'instant, ils ont été classés entre normaux, pas normaux, et puis il y a deux tracés pour lesquels on n'avait pas réussi à trancher. On se posait la question d'artefacts et on doit encore récupérer des données pour pouvoir trancher cet aspect. En tout cas, si on les classe ainsi, on a en tout cas 3 imageries qui sont classées en favorable, 6 qui sont classées en défavorable, et on a regardé ce que ça donnait à 6 mois. Et ce que l'on trouve, c'est que globalement, les favorables et ceux sur lesquels on n'a pas pu conclure ont évolué favorablement, tandis que sur les tracés défavorables, c'est 5 sur 6 qui ont évolué différemment. Ça, on peut comparer ce tracé avec ce qu'on obtient avec les outils classiques de monitorage. Donc, tout en haut, c'est ce que je viens de vous montrer avec une imagerie de perfusion. Juste en dessous, c'est avec le Doppler transcrânien. Si on met la barre à 200 cm par seconde pour suspecter le vasospasme, eh bien, on s'aperçoit que il ne discrimine absolument pas l'évolution clinique des patients. Et en bas, c'est les données du scanner de perfusion. Alors, dans ce travail, on n'a pas fait de scanner de perfusion de manière systématique, on est resté sur la routine, c'est-à-dire que le scanner de perfusion, on le fait que si on suspecte un déficit neurologique retardé. Et donc, on a une partie des patients qui n'ont pas de scanner de perfusion. La majorité de ces patients-là ont une évolution favorable. Et puis, chez les 5 patients avec scanner de perfusion, eh ben, finalement, ça se dispatche un petit peu, c'est pas tellement prévisible. Donc tout ça, j'ai bien conscience, c'est exploratoire, ce sont des tout petits effectifs. C'est vraiment pour poser les bases d'une réflexion. Donc en conclusion, ce travail, il montre qu'on peut obtenir des informations sur la perfusion cérébrale avec les ultrasons au lit du patient. Ça, finalement, on résout un des points importants qui était que le scanner de perfusion, ok, c'est possible, mais on n'emmène pas 3 fois par jour notre patient au scanner de perfusion. Peut-être que ça esquisse le fait que cette imagerie là, qui est faite dans la fenêtre des vasospasmes, si on arrivait à aller vers des choses un peu plus précises, notamment de quantification, on pourrait peut-être dégager des sortes de biomarqueurs ultrasonores sur le pronostic des patients. Une fois qu'on a fait ce travail, on se dit qu'on a envie d'élargir vers d'autres populations. Donc en réanimation, les 2 grandes populations, ce sont ces hémorragies sous-arachnoïdiennes et les traumatisés crâniens. Et puis la localisation ultrasonore,
Pour l'instant, comme je vous disais, on n'en voit pas l'utilité, mais peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourrait imaginer des combos. J'ai une imagerie normale, je ne vais pas plus loin, j'ai une imagerie de perfusion anormale, je prends peut-être un spot et je fais de l'ULM à ce niveau-là. Voilà, donc ce sont des bases pour réfléchir. Je remercie beaucoup toute l'équipe, que ce soit au labo, à Caen, l'équipe ici, et puis l'équipe dans le service. Je vous remercie.